Geoffroy Bonjour. Roux-Dulieu. Merci beaucoup d'être ce matin sur le plateau de LCI. Il y a 1 heure est tombé le chiffre de la croissance du dernier trimestre. 0,1 point en moins, alors qu'on attendait 0,3 en plus. Donc on a moins 0,1 au dernier trimestre. Ça porte la croissance sur un an à 1,2 au lieu d'1,3. Est-ce que c'est évidemment un effet de la grève ? C'est un peu tôt pour le dire, il y a sûrement un petit effet grève. On observe, nous, depuis le mois de septembre, un petit ralentissement. La France n'est pas une île, hein, donc elle est forcément impactée par ce qui se passe partout dans le monde. Ça ne remet pas en cause, pour moi, les fondamentaux qui sont plutôt sains, notamment l'investissement, hein, qui se porte bien. Depuis qu'on a mis en place le CICE il y a maintenant 5 ans, les marges des entreprises se sont en partie reconstituées. Il y a eu beaucoup d'investissements, hein, plus 4, plus 5% l'année dernière. Maintenant... L'avenir est assez fragile. Ce qui se passe en Chine en ce moment, si évidemment ça s'amplifie, peut avoir des conséquences. Donc, au fond, on est dans un moment où la France résiste plutôt mieux que le reste des pays d'Europe, mais avec beaucoup d'incertitudes devant nous. Vous craignez plus les effets du coronavirus en Chine que l'impact de la grève en France? Écoutez, d'abord, sur le coronavirus, il faut d'abord s'occuper de la santé des gens. C'est d'abord un problème de santé publique. Donc on verra les conséquences économiques. Après, la priorité, c'est de soigner les gens qui sont malades et d'atteindre l'épidémie. Mais la différence entre les grèves dans Paris et la Chine coupée du reste du monde, c'est que l'impact n'est pas du tout le même. C'est terrible pour les commerçants parisiens et ça a été très difficile. On parle de moins 20, moins 30. Forcément limité sur le plan économique. Tandis que si la Chine s'arrête de commercer avec le monde, la Chine, c'est 15% du PIB mondial, forcément l'impact est beaucoup plus fort. Ça se rattrape, une baisse de 0,1% de croissance? Oui. Ça se rattrape? Oui, ça s'est toujours rattrapé. Ouais. Ça a été le cas en 95, ça a été le cas. Donc, d'une certaine manière, tout ça derrière nous. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, concrètement, c'est les ports, où il y a des marchandises bloquées, et notamment dans l'industrie où il y a des chaînes très tendues, vous avez 2 jours de stock, il suffit de manquer de stock et manquer une pièce pour que toute la chaîne s'arrête. Et évidemment, les conséquences, n'oubliez de dire, hein, c'est chômage partiel, c'est des intérimaires qui arrêtent de travailler, c'est des gens qui souffrent, hein, en fait, en réalité. Oui. Les chiffres du chômage ont été bons, ceux qui ont été publiés la semaine dernière. Ils n'avaient pas été aussi bons depuis 2008, même si c'est modeste. D'abord, est-ce que la dynamique va continuer? Est-ce que... Là aussi, c'est difficile d'être affirmatif. On a plutôt, là aussi, le sentiment que le problème des entreprises françaises aujourd'hui, c'est de recruter. Et on a un phénomène très paradoxal en France, c'est qu'on est presque au chômage structurel. On a le sentiment qu'il y a un problème d'offre. Ouais. Et on voit d'ailleurs les salaires qui augmentent, dans certains cas assez fortement. C'est la loi du marché, hein, d'une certaine manière, en faveur des demandeurs d'emploi, ou des gens qui cherchent un job ou qui changent de job, alors qu'on est à 8% de chômage. Alors que normalement, dans d'autres économies, c'est à 3 ou 4% de chômage que ce phénomène se produit. Ouais. Donc, en tout cas, à court terme, sur les prochains trimestres, nous, on voit toujours le chômage continuer à baisser. Il y a un petit effet qu'il ne faut pas négliger, qui est le cas partout en Europe, qui est la démographie. Il y a moins de générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc il y a moins d'offres en quelque sorte. Alors il y a un problème de formation professionnelle, etc. On ne va pas entrer là-dedans, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous dites que le chômage devrait continuer à baisser. Les Français ne le voient pas. Les Français ne sont pas insensibles, mais ils ne touchent pas du doigt les bons indices économiques français. Alors sur le chômage, je pense qu'ils le voient quand même, parce qu'on voit la préoccupation baisser dans les enquêtes d'opinion. Mais là, vous avez raison, c'est qu'on a des indices économiques qui sont plutôt pas mauvais, hein, c'est pas l'euphorie, mais plutôt pas mauvais. Des augmentations de salaire assez significatives, là aussi ça pourrait être mieux, mais en tout cas du gain de pouvoir d'achat, et un moral des Français, un sentiment d'anxiété sociale qui est assez fort. Au fond, il y a une espèce de dichotomie entre la réalité économique et sa perception. Cette déprime française, vous l'attribuez à quoi? Écoutez, là, vous me demandez un peu de sortir de mon rôle, parce que ça va plus loin que l'économie pure. Vous êtes président d'un grand syndicat patronal. Oui, mais je veux dire donc... par là, ça n'est pas un sentiment économique. Il y a le rationnel et l'irrationnel, et je pense que le sentiment d'une difficulté d'avoir un destin national, le récit national... et pas évident à faire, ça fait, je pense, un petit moment que ça dure. Il y a peut-être un autre élément qui est très frappant en France, hein, il est vrai dans tous les pays occidentaux, c'est la fracture territoriale. Ouais. On a une économie qui se métropolise. Il y a un chiffre, moi, que je cite souvent, qui est frappant. 80% des emplois créés, alors c'est 2008-2018, mais ça doit être encore vrai, le sont dans les métropoles. Et donc, 80%. Il y a une France qui se porte bien et qui va de mieux en mieux. Et puis une France qui souffre dans les villes moyennes. La désindustrialisation, fermeture d'usines, ça se fait souvent dans des petites villes.
Et donc, il peut y avoir aussi ce sentiment de France à deux vitesses, qu'on retrouve partout. Le nord de l'Angleterre, qui a voté massivement pour le Brexit, est dans la même situation. Ouais. Et d'où le Brexit, d'ailleurs, et d'où le Brexit, en grande tout partie. À fait, donc tout à fait. Et Johnson qui va faire son conseil des ministres dans le nord de l'Angleterre, justement pour donner un signal. Il faut s'en préoccuper. Vous parlez de fracture territoriale, il y a peut-être aussi une fracture... il y a évidemment une fracture économique. Bruno Le Maire, en début d'année... pas tensé, mais il a appelé les entreprises à faire attention à un meilleur partage de la valeur. Une façon de vous demander, vous les entreprises, d'augmenter les salaires. Est-ce que, d'abord, vous êtes d'accord avec lui, il n'y a pas assez de partage de valeur en France? Est-ce que vous assumez ça? Et ensuite, est-ce que vous entendez le message? Alors, il y a deux choses un peu différentes. Sur les salaires, je pense que les entreprises ont fait leur job. On peut encore une fois toujours faire mieux, mais c'est 2% d'augmentation. Et d'ailleurs, assez bien répartis par taille d'entreprise et par catégorie de salariés. Ce n'est pas les cadres très augmentés et les professions intermédiaires ou les ouvriers moins augmentés. C'est très supérieur à ce qui se fait ailleurs, et c'est vrai d'ailleurs depuis plusieurs années. Mais pardon, il y a eu la prime... Bruno Le Maire, il semble dire, il y a des entreprises, pas toutes, mais il y a des entreprises qui ont la trésorerie qui est favorable à des augmentations de salaire plus importantes. Est-ce que vous l'entendez? Pardon, la trésorerie, c'est pas la bonne manière de raisonner. Mais enfin, les marges, je pense que ça veut dire. Voilà. Non, là où je peux entendre Bruno Le Maire, c'est sur le sujet du partage de la valeur. Alors d'abord, un premier point, c'est que la France est le seul pays de l'OCDE où le partage de la valeur entre capital et travail ne s'est pas déformé. C'est pas moi qui le dis, c'est un texte qu'on a signé avec les syndicats il y a 2 ans. Et on a en France tous les outils pour le faire. On a notamment intéressement, participation. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Il y a une loi qui est passée l'été, qui s'appelle la loi Pacte, qui rend l'intéressement, j'allais dire, plus facile dans les PME, dans les moins de 50, où c'est pas complètement simple. Donc on va le faire. Mais je dis quand même que la prime qui a été appelée par les journalistes prime Macron, et qui est en fait une prime patron, qui a été distribuée par les entreprises, elle a été massivement distribuée. Le chiffre, c'est 2,5 milliards et 40% des entreprises. Et ça, c'est du partage sur le mois de janvier, enfin début d'année. Donc ça, c'est du partage de la valeur. Et c'est même du partage, j'allais dire, 2 milliards de primes Macron. 2,5 milliards. Ça fait 400 € par salarié. Alors, évidemment, on peut toujours dire on peut faire mieux. Mais donc vous dites qu'on fait le job. C'est pas vrai, monsieur le ministre? Non, je ne cherche pas à polémiquer. Je dis oui, on a fait l'effort, on peut faire mieux. Mais il faut juste rappeler quelque chose aux Français. C'est que pour partager la valeur, il faut en créer. Parce que sinon, il n'y a rien à partager. Et donc, quand je vois les discussions qu'on a en ce moment et certaines propositions sur augmenter les cotisations, augmenter le coût du travail, et ben là, il n'y aura plus de valeur à partager. Et donc, il n'y aura pas de discussion sur le partage de la valeur. Allez, on y va sur le financement de la retraite. C'est moi qui vous fais la transition. Puisque si vous faites la transition, ça c'est bien parti. Cette conférence de financement à laquelle vous avez participé hier, c'était le début, ça va durer 3 mois. Écoutez, c'est parti en tout cas. Oui, c'est bien parti. C'était une conférence sur la méthode, donc on n'a pas appris grand-chose. Nous, on a demandé d'avoir tous les chiffres sur la table. Et on a effectivement le déficit prévisionnel, dans des hypothèses d'ailleurs assez optimistes, 2022-2027, mais la vie ne s'arrête pas à 2027. Mais ils ne sont pas dans l'étude d'impact, dans les 1000 pages. Vous les avez lus, les 1000 pages de l'étude d'impact? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu une synthèse. C'est presque vous avez pareil. Des bons collaborateurs. Oui, je les remercie d'ailleurs d'avoir fait ce travail. Non, on n'a pas tout. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2037... tous les employeurs passent à 28% de cotisation. Employeurs et employés d'ailleurs. Le privé, on est à 28 aujourd'hui. Les indépendants, ils sont plutôt en dessous. Et l'État. L'État aujourd'hui, si on calculait une cotisation de l'État, c'est 75%. Qu'est-ce qui se passe sur la tranche de financement entre 75 et 28? 44 milliards. Est-ce que l'État va jouer son rôle? Est-ce qu'il va continuer à payer? Ou est-ce que c'est les salariés du privé et les employeurs du privé qui vont payer la différence? Autrement dit, est-ce que les régimes fourmis qui ont été bien gérés, ceux du privé, vont payer pour les régimes cigales. Voilà une question de financement qui est importante et qu'on n'a pas les chiffres. Elle n'est pas assez documentée, cette réforme. On a les chiffres du déficit, mais on ne sait pas comment ça va être comblé. Comment vous expliquez? Écoutez, je ne sais pas, posez la question au gouvernement, c'est pas à moi de répondre. Quand même, ce défaut. Oui, en tout cas, ce qu'on a demandé, pour le prendre dans l'autre sens, c'est que cette conférence de financement s'appelle conférence sur l'équilibre et le financement du régime des retraites. Les deux mots sont importants et nous, l'équilibre est vraiment une notion auquel on tient. Donc que cette conférence traite tous les sujets et pas seulement le déficit à court terme, mais aussi comment on s'occupe de ce régime quand il sera à vitesse de croisière. D'accord. Donc ça, vous mettez ça au programme de la conférence. Un mot donc sur la hausse de cotisation, puisque vous disiez tout à l'heure, on ne veut pas combler les 12 milliards qui manquent entre 2022 et 2027. C'est tout l'objet de la conférence, trouver les 12 milliards. On ne veut pas compenser par une hausse de cotisation. Le Premier ministre, a priori, a dit qu'il n'y aura pas de hausse de cotisation. Est-ce que vous êtes sûr qu'il tiendra son engagement?
J'ai une lettre du Premier ministre, enfin nous avons tous reçu une lettre du Premier ministre, donc la parole de l'État est engagée. Mais peut-être un mot juste pour expliquer, parce qu'on entend certains commentateurs dire chacun fait un effort, etc. Oui. etc. Le problème, c'est que depuis 30 ans, on a augmenté le coût du travail en France, pratiquement doublé. Alors on peut se dire, c'est pas grave, à chaque fois on met 0,10, 0,15, on accepte de mettre un tout petit peu. Et le résultat de tout ça, c'est un chômage de masse. Ces dernières années, on l'a beaucoup baissé. Non, alors justement, j'allais y venir. Depuis 2015, on ne l'a pas beaucoup baissé. On a commencé à le baisser. Et le résultat est là, puisque vous devez souvenir que mon prédécesseur il a été beaucoup critiqué pour ça, promis 1 million d'emplois. Le problème, c'est que le million d'emplois, il est là. Oui. Il a été créé. Alors, je ne dis pas que c'est seulement grâce à cette baisse du coût du travail, mais il n'y a quand même pas de coïncidence. Vous dites si on hausse même d'un tout petit peu, mais oui, d'un tout petit peu symboliquement, mais justement, on casse cette dynamique de baisse de charge. C'est bien le symbole. C'est bien le symbole. Et donc, c'est une forme de chantage un peu. Non, c'est pas une forme de chantage. Vous dites voilà, ça fait 1 million d'emplois. Si vous touchez un tout petit peu les cotisations, même Madame Martichoux, ça n'est pas du chantage. Ça n'est pas du chantage. C'est juste un constat économique de bon sens. Quand on baisse le coût du travail, on crée des emplois. Et d'ailleurs, ça permet, je me permets de le dire, de renforcer l'équilibre financier des retraites, parce que tous ces emplois, ils cotisent et ils font des recettes pour le régime. Donc moi, je dis simplement, les employeurs, vous savez, ils sont des gens pragmatiques. À partir du moment où on leur donne un symbole à l'inverse de ce qui était, ils vont se dire... non, c'est changé, la politique de l'offre a changé et on n'emploiera plus. Ma question initiale, c'est, par exemple, si le Premier ministre dit finalement, dans le cadre de cette conférence de financement, où il faut rapprocher les positions, vous dit, finalement, j'avais dit non, mais la seule solution, le prix à payer, c'est un coup de canif dans l'engagement et il faudra imputer. Vous ferez quoi? Vous voulez que je le redise? Ça sera sans nous. Ça sera sans nous. Mais ça peut peut-être vous arranger. Non. Un échec, finalement, c'est le gouvernement qui reprend la main. Un échec n'arrange jamais personne. On est dans un pays qui est un climat, vous le voyez tous les jours, de violence, d'hystérie. C'est d'ailleurs pour ça, nous, on n'était pas demandeurs de cette conférence de financement. On y est allé pourquoi? C'est la CFDT. On y est allé par esprit républicain, parce qu'on voit le pays qui est en proie des violences. Quand on voit des policiers et des pompiers qui se tapent dessus, moi j'ai mal à la France. Donc, en responsabilité, il nous a paru légitime d'aller discuter. Simplement, si au bout du bout, mais je n'y crois pas, parce que j'ai une lettre du Premier ministre, on arrive à une hausse du coût du travail, mais je dis simplement, les employeurs vont prendre ce signal comme le signal de la fin de la politique de l'offre. Et malheureusement, ce qui a été construit, et la situation économique positive que je décrivais, elle sera simplement inversée. Vous dites, il faut une mesure d'âge de toute façon, donc il faut que les Français travaillent plus longtemps. Le problème, c'est que les Français... Quel est le taux d'emploi en France, Geoffroy Roux de Bézieux, entre 60 et 65 ans? Il est bas, il est à 31%. Alors, alors d'abord peut-être une première chose sur votre remarque. Les Français n'ont pas envie de travailler plus longtemps, les sondages le montrent. Simplement, ils ne savent pas aujourd'hui quel est l'âge réel de la retraite. Ils pensent tous qu'ils partent à 62 ans. C'est faux, c'est totalement faux. Vous en avez un tiers qui part avant. Pour carrière longue, pénibilité, etc. Mais vous avez aussi un tiers qui part après 64 ans parce qu'ils n'ont pas tous les trimestres. Bon, il faut déjà dire la vérité, c'est-à-dire que la situation actuelle est déjà très hétérogène. Après, la démographie, elle est ce qu'elle est, on vit plus longtemps, on vit beaucoup plus vieux et en bonne santé. Et donc, il faut qu'on fasse tous un effort. Et donc, j'ai dit à plusieurs reprises, s'il y a une mesure d'âge, on fera l'effort qu'on a fait entre 55 et 60 ans, puisque le taux d'emploi entre 55 et 60 ans est maintenant très supérieur à la moyenne européenne, pour employer des gens entre 60 et 65. Alors, c'est évidemment adapté en fonction des secteurs, des métiers, de l'usure. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour une mesure qui viendrait du haut, une mesure nationale qui imposerait aux entreprises je vais vous dire pourquoi. Un taux d'emploi minimum de personnes ça n'a aucun pour sens. qu'elles aillent jusqu'à la retraite? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Demandez à une start-up, d'employer des gens qui ne sont pas formés pour les métiers, ça n'a pas de sens. Il y a des métiers qui sont plus adaptés que d'autres à la tranche 60-65 ans. Donc ça peut se faire que par entreprise par entreprise, mais vous savez, sur la base bien sûr, le monde d'aujourd'hui, journaliste sur LCI, ça n'est pas tout à fait la même chose que cadre dans une entreprise de bâtiment ou qu'ouvrier dans l'industrie. Donc vouloir on n'a pas de régenter, pénibilité, je crois pas. Je sais pas, et je sais pas quel est l'âge moyen de départ chez TF1 ou LCI, mais vouloir régenter nationalement depuis Paris dans toutes les entreprises de France, c'est une vision totalement datée de l'économie. C'est la vision des 35 heures. Et on a vu ce que ça nous a amené. Alors, au niveau de la branche? Bien sûr, là, on peut ouvrir par branche ou par entreprise ou par entreprise des discussions.
Donc, vous seriez d'accord pour, en tout cas, vous êtes d'accord pour une mesure d'âge, vous le souhaitez. Par ailleurs, je suis d'accord, c'est la seule manière d'équilibrer le régime. Et par ailleurs, vous avez dit mercredi, devant les députés de l'Assemblée nationale, que vous ne vouliez pas de la réforme des retraites pour les cadres qui gagnent plus de 120 000 euros. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que nous nous interrogions sur le fait que... Alors, il faut expliquer là, parce que c'est assez compliqué. La réforme prévoit qu'au-dessus de 120 000 euros, petit à petit, il n'y aura plus de cotisation créatrice de droits. Il y aura une cotisation impôt, si vous voulez. Donc, ça veut dire que... Cotise pour les autres. Pardon ? À partir de 120 000 euros, les salariés bénéficiaires de ce... cotisent pour les autres, à 2,8%. Non, 2,80%. Enfin, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ils cotisent à 28% en partie pour eux. Alors vous savez, c'est une retraite par répartition, donc on cotise toujours pour les autres. Bien sûr. Bon. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on met... Les salariés vont se tourner vers nous. Ils vont dire, surtout les salariés qui sont extrêmement demandés, ils vont nous dire, mettez en place un système par capitalisation qui nous donne les mêmes droits. Et donc la question est très simple. Ou bien le gouvernement met en place un système qui permet de défiscaliser, comme sont les cotisations aujourd'hui, et de remplacer en quelque sorte cette retraite qu'ils perdent, ou bien nous on dit il faut rester dans l'ancien système parce que ça donnait des droits à la retraite à ces salariés-là. Sérieusement, vous demandez le statu quo du système pour les cadres? Le statu quo sur ce cas particulier, ça peut faire partie de la discussion. Encore un régime spécial alors? Non, c'est pas un régime spécial. Pardon, c'est le régime général. C'est l'inverse c'est exactement l'inverse. Le régime prévoit que au-dessus de 120 000 euros, enfin la réforme plutôt, il n'y ait plus de cotisation créatrice de droits. Les salariés ils n'ont pas encore compris aujourd'hui, vont se tourner vers nous et dire comment j'aurai des droits à la retraite. Aidez-nous à préparer la retraite. Voilà. Et donc c'est la question qu'on pose et le gouvernement n'a pas répondu. Et vous mettez ça au programme de la conférence de financement? Pas forcément, parce que non, pas forcément, parce que c'est un sous-sujet, si je veux dire, ou un sujet particulier qui peut être traité ailleurs. Je voudrais vous demander, vous, le président du MEDEF, qu'est-ce que vous pensez de cette prime qui a été octroyée aux non-grévistes à la SNCF? Entre 300 et 1 500 euros, ça tombe sur les fiches de paye du mois de janvier. Alors moi, je n'ai pas vu le détail du management de la SNCF, mais récompenser des gens qui ont travaillé plus et qui se sont donné du mal pour l'entreprise me semble pas choquant. Donc c'est assez logique que quand on ne travaille pas et qu'on fait grève, eh bien, ça soit pris sur la feuille de paye. Ouais. Et à l'inverse, quand on travaille plus, qu'on compense, j'imagine, en heures supplémentaires, en efforts supplémentaires. D'ailleurs, c'est la loi, d'une certaine manière. Donc voilà, je n'ai pas d'autres commentaires. Je ne connais pas les détails de ce qui a été fait. C'est vrai qu'une entreprise qui annonce il y a une quinzaine de jours que la grève lui a coûté 1 milliard d'euros, qu'il va falloir faire des économies, et puis 15 jours plus tard, les grévistes qui s'aperçoivent qu'on donne une prime à ceux qui n'ont pas été grévistes, qui ont assuré le minimum de transport pendant cette période, tant mieux pour les voyageurs. Mais si vous voulez, en termes de management, je vous pose la question, est-ce que c'est habile ? Mais récompenser le travail, l'effort, l'investissement dans l'entreprise, c'est légitime. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, Il n'y a pas eu de grève dans le privé, ou quasiment pas. Mais c'est ce qu'on fait quand il y a des périodes intenses et que, par exemple, à Noël, dans des entreprises qui sont saisonnières, les gens travaillent plus, ils ont droit à des primes. Mais donc le management, c'est faire travailler les gens ensemble. Oui, mais quand il y en a qui ne veulent pas travailler, mais quand il y en a qui ne veulent pas travailler, je suis désolé, le management, c'est récompenser ceux qui travaillent. C'est un cas extrême, mais ça me semble légitime. Donc quand Sud et la CGT crient au loup en disant... c'est une humiliation pour nous, vous dites c'est de la polémique politicienne. Je dis juste que je ne suis pas d'accord avec Sud et la CGT, ça peut m'arriver de temps en temps. Dernière question, aujourd'hui c'est une date symbolique, mais c'est une date qui restera dans l'histoire, comme celle du jour où la Grande-Bretagne s'est détachée de l'Europe. Les entreprises, ça ne se joue pas aujourd'hui, il y a 11 mois, ça suffira pour mettre en place les règles commerciales, les règles financières. Je ne sais pas, je trouve ça court. Nous, on a simplement un seul message. On va entrer en concurrence avec la Grande-Bretagne, qui va avoir un autre modèle de développement. On veut une concurrence qui soit loyale avec les Anglais. Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En anglais, ça se dit « the cake and eat it ». Donc, M. Johnson est très clair. Il veut avoir un espèce de zone, une zone de dumping fiscal, environnementale et normative. Il ne peut pas rentrer ses produits et ses services en Europe de la même manière. Il ne peut pas garder les avantages et prendre son indépendance. Exactement. En même temps. Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir été ce matin sur LCI.